Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Talks pour cette saison 2. Aujourd'hui, nous allons parler des sports extrêmes, mais avant de commencer, Mathieu, comment vas-tu ? Écoute, ça va. Content de te retrouver pour ce deuxième épisode de la deuxième saison de Talks, dans une configuration plus classique par rapport au premier épisode. Donc moi, je me sens un peu mieux, mes marques sont beaucoup plus présentes. Du coup, on va pouvoir bien parler du sujet qui nous attend. Et oui, c'est vrai, là du coup on retrouve notre configuration classique et comme on vous l'a dit sur les réseaux, on espère pour cette nouvelle saison avoir de plus en plus d'invités. Donc si vous êtes intéressé éventuellement pour intervenir avec nous et venir partager vos expériences, vos anecdotes, votre point de vue sur différents sujets dont on peut parler, écoutez, vous êtes les bienvenus et je vous invite à nous contacter par message sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram, voilà, pour voir comment est-ce qu'on pourrait échanger ensemble et vous faire participer à cette aventure qui est Talks. Voilà, donc des sujets qui tournent autour de la pop culture. Oui, voilà. Donc on a déjà quelques sujets, on a vu juste avant l'émission. On a prévu nos sujets jusqu'à décembre. Et, mais on vous en dira un peu plus à la fin de l'émission pour notamment le sujet d'octobre et un mois spécial octobre. Voilà, qui je pense, on espère, vous plaira. En tout cas, nous, ça nous plaira, c'est sûr. Voilà. Et si vous écoutez l'émission depuis un petit moment, c'est vrai que c'est un thème qui nous tient assez à cœur. Et donc, on peut commencer à entrer dans le vif du sujet. Oui. Donc, pour parler des sports extrêmes, donc voilà, on s'était défini ce sujet. J'avoue sans vraiment savoir de quoi on allait parler, un peu comme d'habitude, évidemment. Oui. Du coup, la question un peu traditionnelle, comment est-ce que tu as abordé le sujet, Mathieu ? Du coup, j'ai essayé de trouver une définition de ce qu'était un sport extrême par rapport à un sport normal, déjà. Et j'ai essayé de faire la différence aussi entre un sport extrême et un sport urbain, parce que parfois il peut y avoir cet amalgame, vu que ça se passe dans la rue, c'est extrême. D'accord. La définition que j'ai trouvée, je suis pas allé très loin, je suis vraiment allé juste sur Wikipédia, sur le coup. Un haut degré de préparation, une marque de fabrique. Oui, comme d'habitude. Voilà. Du coup, dans l'idée, c'est une activité physique incluant un haut degré de risque et un grand effort physique et qui nécessite souvent du matériel spécialisé. D'accord. Oui, ça paraît plutôt clair. Effectivement, ça permet de définir, ou en tout cas d'enlever peut-être certains sports, est-ce qu'ils sont extrêmes, est-ce qu'ils ne le sont pas. Oui, voilà, et puis ça peut être... par exemple, c'est sûr qu'on va pas parler... Enfin, après, si on pourra en parler, parce qu'il y a des jeux qui traitent un peu certains sports classiques, mais de manière extrême, comme le foot ou le football américain ou le basket, mais ça, on en parlera après. Mais ça peut éliminer, par exemple, le tennis, qui n'est pas du tout extrême, oui, voilà. Visiblement. Non, sauf si tu joues avec des balles en feu. Oui, voilà. Là, du coup, ça devient extrême. Mais jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est a priori. Non, mais c'est vrai que du coup, il peut avoir des variations sur, par exemple, sur le roller. Est-ce que tu fais du roller classique ou est-ce que tu fais du roller à dévaler les rues de la ville en essayant d'esquiver les voitures à pleine vitesse ? Oui, voilà, c'est ça du coup, parce que le roller un peu extrême, de ce que j'ai vu, ça s'appelle du roller agressif, du coup. Du coup, on va peut-être commencer par là. Est-ce que tu as eu, quand on a évoqué le sujet, un ou plusieurs jeux qui te sont venus directement à l'esprit ? Oui. Alors en fait, il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit avant de parler des jeux. D'accord. Mais c'est des choses qui sont vraiment liées au sport extrême et qui ont inspiré, je pense, les jeux. Alors il y a les X Games, ou Cross Games, je sais pas comment on dit. Je crois que j'ai les X Games. Voilà, donc qui est une sorte de compétition qui est née dans les années 90 et du coup qui est retransmise et diffusée, qui est diffusée, produite par le SPN. Donc il y a une chaîne de sport, je crois que c'est une chaîne spécialisée dans le sport. Du coup ça m'a fait penser à ça parce qu'il couvre des événements
sportifs qui sont liés du coup par exemple au skateboard, au snowboard, au wakeboard, au BMX ou encore au snowcross qui est une sorte de motoneige mais où ils font des courses et des tricks un peu. D'accord. Donc tout ça c'est vraiment, il y a eu vraiment des jeux dessus. Donc quasiment tous les sports des X Games ont été adaptés en jeu. C'est pour ça que je voulais en parler. Et ensuite il y a alors le FISE, FISE. D'accord. Qui est le Festival international des sports extrêmes. Mais ça, c'est français. Je crois que c'est à Palavas-les-Flots, il me semble. Ok. Et là, ça couvre des événements comme le roller, le parcours. Alors, le parcours, on pourra en parler parce que c'est pas vraiment un sport extrême. Ça dépend à quel niveau. Et oui, si. Alors, effectivement, il n'y a pas spécialement besoin de matériel spécifique. Oui, c'est vrai. Que tu fais qu'avec ton corps. Mais quand tu escalades des immeubles et que tu sautes d'un immeuble à l'autre ou d'un toit à l'autre, et que potentiellement, si tu rates ton saut, si tu rates ton accroche, tu peux mourir, on peut dire que c'est extrême. Effectivement, quand tu as ton petit niveau où tu le fais à 1m50 du sol et tu risques de te tordre la cheville, c'est pas très extrême. Quand tu le fais, et il y a des films, on parlera évidemment des films qui ont popularisé ce sport. Mais oui, je pense qu'on peut dire que c'est extrême, quoi. Mais effectivement, pas tous les niveaux. Un peu comme ce qu'on vient de dire avec le roller. Tu fais du roller tranquille dans la rue, non. Sur la piste cyclable. Tu fais du roller sur la piste cyclable, c'est pas un sport extrême. Tu fais du roller à esquiver les voitures, oui. Oui, tout de suite, c'est un peu plus extrême, oui. Et du coup, pour dire que du coup, le FIS, il couvre aussi le BMX ou encore la motocross freestyle. D'accord. Mais juste pour revenir sur le parcours, je suis quand même un peu tatillon, c'est que vraiment à la base, le parcours, c'est fait pour se déplacer d'un point A à un point B le plus efficacement possible. C'est vraiment pas fait normalement, c'est pas juste des gars qui courent sur les immeubles. Oui. Qui font des choses très impressionnantes. L'origine du parcours, c'est... Oui, c'est un mix entre les arts martiaux et le parcours du combattant à la base. Ok. Après, est-ce qu'on peut dire, là comme ça, que finalement, en fait, les sports extrêmes, c'est toujours un dérivé d'un sport classique qui est pas fait pour être dangereux, quoi. Parce que si on pense tu vois, tout ce que tu as dit, le BMX, etc. Au départ, c'est juste des gars qui font du vélo, quoi. C'est vrai. Le truc de départ, c'est du vélo, et puis après, il se dit, en fait, avec mon vélo, je suis pas obligé de rester sur les deux roues, je suis pas obligé de rester sur des pistes, sur des trucs plats, je peux faire des bosses, je peux faire des sauts, je peux le faire tourner dans tous les sens. Donc je pense que finalement, le sport extrême, c'est force. Il y a peut-être des sports extrêmes qui arrivent directement je suis pas sûr en fait même, qu'il y ait des sports extrêmes qui soient juste un sport extrême de base. Ah, de base, ouais. Tu vois ? Parce que même si on pense, tu vois, les mecs qui sautent des mecs qui sautent d'immeubles, tu vois, pour ouvrir leur parachute, ou ceux qui font le base jumping, de base jumping, ou ceux qui sautent justement d'avion, mais tu sais, pour être à pleine vitesse et avoir comme ce costume d'écureuil volant là. Au départ, c'est quand même du parachutisme, alors qui est quand même un sport plutôt extrême aussi, mais je pense qu'au départ, le parachutisme, c'était aussi pour dire, il faudrait essayer de chercher l'origine du parachutisme, mais je suis pas sûr que l'origine du parachutisme, ça soit juste, tiens, c'est fun en fait de sauter d'un avion. Oui. Je pense que c'était plus une réaction à dire, en fait, on a créé les avions, et si ça foire, il faut bien qu'on fasse quelque chose, quoi. Oui. Où on a créé des avions et on veut attaquer des gens, et en fait on peut arriver en avion en toute discrétion et personne ne peut nous tirer dessus, et on jette des gens de l'avion qui arrivent, mais si on les jette de trop haut, c'est ça, je pense que c'est une origine militaire à la base. Voilà. Je sais pas exactement, faudrait chercher, et évidemment on n'a pas préparé ça, donc on sait pas. Oui. Mais tu vois, au départ ça reste dangereux, mais c'était pas le but de faire, il y a un niveau supérieur encore, quoi. Le base jumping, c'est un niveau supérieur du parachutisme, quoi. Le parachutisme, a priori, il y a une part de risque, mais normalement, c'est très encadré. Ça te fait toi des sensations fortes, mais t'es pas censé mourir en parachutisme. Oui, logiquement, oui. Alors que quand tu fais du base jumping, non, t'es pas censé mourir non plus, mais je pense que le risque est bien plus élevé, quoi. Oui, c'est ça, la potentialité du truc. Mais par contre, pour le skateboard, je suis pas sûr, parce que le skateboard, c'est un dérivé du surf. Et le surf, je sais pas si c'est considéré comme un sport extrême.
que c'était en fait, c'était les surfeurs à la base qui se disaient, enfin, on peut faire du surf, mais on aimerait bien faire ça aussi sur les routes. Et parce que du coup, il y a un film qui est dédié, je pense qu'on en parlera. Oui. Où les gars ils se sont dit, bon, on va essayer de faire sûr. comme. Donc, est-ce que ça, du coup, c'est peut-être extrême de base? Je sais pas. Après, de mémoire, pour essayer de me rappeler de ce film qu'il faudrait que je revoie, au départ, ils font du skate dans des piscines vides. C'est ce film-là dont on parle. Oui. Mais du coup, ils font du skate dans des piscines vides. C'est pas enfin. Et sur la création du skate, il me semble que enfin, je sais pas quand est-ce que ça a été créé le skate en fait. C'est dans les années Parce que 60, je pense, un truc comme ça. Quand je pense à la création du skate, je pense à Marty McFly qui crée le skate en 1955. Donc, mais je me dis qu'en fait, ça reste sur un moyen de déplacement aussi au départ, quoi. Ouais, un moyen de déplacement plutôt tranquille. Ben, ça, je sais pas. Ça, honnêtement. Mais enfin, du coup, par rapport donc au film, parce qu'on peut en parler, on va comme ça, on commence à aborder un peu des différents sujets. Donc, c'est les Seigneurs de Dogtown. Oui. Donc, qui parlent. Justement des premiers, des pionniers du skate et pas juste pour se déplacer du point A au point B. Hein. Et donc ils s'entraînaient du coup à Los Angeles, de mémoire, hein, c'est ça, c'est à Los Angeles. Oui. Dans les années 70, je crois. Et leur premier truc pour justement avoir ces sensations de comme faire du surf mais sur la terre ferme, ils s'entraînaient dans des piscines vides de Los Angeles parce que c'était en plus un été très très chaud à Los Angeles et les piscines étaient à sec. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ils s'entraînaient et voilà. Donc ça reste dangereux et de mémoire il y en a un qui en fait les frais, je crois. Je crois qu'il y a un mec qui a un accident à un moment dans le film, un truc assez grave. C'est ça, oui, il finit en chaise roulante et enfin. Après, on ne peut pas spoiler le film, mais effectivement, c'est pas cool ce qui lui arrive. Donc, oui, est-ce que ça peut être du coup peut-être en fait, on peut peut-être estimer que c'est directement dangereux. Et bon, sinon, ce film, il faut voir ce film, c'est un très bon film. Si vous aimez le skate, évidemment, c'est incontournable si vous aimez le skate parce que ça les origines du skate actuel et. Oui, c'est ça, hein, parce qu'il y a, je sais que dedans, c'est l'origine story de 3 personnes et il y en a un dedans, c'est Stacy Peralta. Et Stacy Peralta, il a monté un label qui s'appelle Peralta, du coup. Mm-hmm. Et c'est le label qu'a découvert Tony Hawk, du coup, qui est un des plus grands skateurs du monde. Tout le monde connaît Tony Hawk, même si. C'est ça. Oui, même si s'ils n'ont pas fait de skate. Donc, c'est ça. Et entre autres, après, par la franchise vidéoludique, dont on parlera un petit peu. C'est ça. Du coup, il y a donc Stacy Peralta, il y a Tony Alva. Voilà, oui. Et Jay Adams. Et en fait, on suit du coup, j'ai cherché sur Wikipédia. Hein, on suit les Z-Boys, ou les Z-Boys, si on traduit en français littéral. Si on prononce en français du coup, parce que boys ça reste en anglais. Et voilà. Et comment en fait ils deviennent donc en l'été 75, voilà, la Californie connaît une canicule qui force les autorités à imposer aux propriétaires de piscines de les vider. Et donc dans le quartier de Venice Beach à Los Angeles, des jeunes skaters cherchent des terrains pour tester leurs nouvelles planches de skate. Voilà, c'est ça. Et après, il y a la création des roues je me rappelle, des roues en uréthane, un truc comme ça, qui permet de pas glisser sur ou justement de mieux glisser sur le bitume et de faire des tricks. Voilà. Mais c'était avant que les planches en fait qu'on connaît maintenant, où tu peux faire des ollies et des kickflips, tout ça. Oui, c'est clairement un film du coup sur l'origine de ce groupe-là et sur l'origine du skate moderne. Tout est parti de ces gars-là, quoi. C'est ces 3. Enfin, alors ils sont pas que 3, ils étaient un peu plus, mais en tout cas au moins de ces 3 gars qui vont imposer leur marque et les bases de ce que va être le skate jusqu'encore maintenant, quoi. Mais dedans, il y a je ressens que c'est vraiment le sosie de Johnny Depp, mais je sais plus qui c'est qui joue. C'est celui qui joue l'entraîneur, en gros, de celui qui monte les Zéphyrs, l'équipe dedans où il y a Tony Alva, tout ça. Mais je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est un acteur très connu. Alors, du coup, dedans, il y a donc Stacy Peralta est joué par John Robinson. Tony Alva est joué par Victor Razuk. Je sais pas qui est cette personne. Jay Adams est joué par Emile Hirsch. Donc lui, il a pris une petite carrière après.
Et il y a Skip Engelblom qui est joué par Heath Ledger, Voilà. enfin, feu Heath Ledger, voilà, donc c'était l'interprète du Joker dans Batman Dark Knight. Et voilà, c'est ça, oui. Et c'est ça, il joue un entraîneur. En fait, il joue l'entraîneur, en gros, le sort de mentor, en fait. Enfin, c'est celui qui monte l'équipe Zephyr, c'est celui qui crée les planches, en fait. Parce qu'avant, il faisait les planches de surf, et après, il se met à faire les planches de skate, et après, il part dans un délire, tout ça, parce qu'il se fait abandonner par ceux qu'il a découvert, donc, enfin, il y a tout un truc dessus. Et c'est vrai que c'est Heath Ledger, effectivement. Ok. Pour rester dans l'univers du skateboard, du coup, on en a un peu parlé, du coup, de Tony Hawk, quand même, qui est une franchise vidéoludique très importante entre 95 et on va dire 2008. On va dire parce qu'après ça s'est arrêté parce qu'après. Oui, après oui, c'est parce que on a changé de manière de jouer peut-être aussi, etc. Mais effectivement, Tony Hawk, c'est, comme tu l'as dit, grâce au jeu. Oui. Tout le monde sait qui est Tony Hawk, quoi. Et ça a démocratisé le skate aussi, Totalement, oui. Je pense que ça a dû jouer sur mon envie de faire du skate. Enfin, sur le fait de choisir du skate, je pense que ça a dû jouer. Voilà. Pour le coup, moi, j'ai toujours été nul en skate. Mais clairement, quand tu joues au jeu, t'as envie après d'en faire en vrai, quoi. Oui, c'est ça, oui. Ça... En plus, c'est fait par, du coup, Neversoft. Donc, Neversoft, ils ont fait, du coup, les Tony Hawk. Et ils ont fait les jeux Spider-Man jusqu'à Spider-Man 3, je crois, jusqu'en 2006 ou 2008, un truc comme ça. Donc c'est eux qui ont fait le premier Spider-Man 3D sur PS1. Donc où ça reprend vraiment le comics, où à chaque fois en fait qu'ils sortaient une franchise, en fait ils avaient vraiment l'amour du média qu'ils adaptaient. C'est-à-dire que pour Spider-Man, tu sens qu'ils ont vraiment l'amour du comics. Et pour les jeux de skate, tu sens qu'ils ont vraiment l'amour de cette culture-là, du skate, on va dire, classique. Et après, il y a eu les Tony Hawk Underground, donc qui misent du coup, comme son nom l'indique, sur la culture plus underground. Et où il y a tout ce... Après, en fait, il y a le mix avec la culture Jackass qui arrive, avec Bam Margera et Johnny Knoxville, et Steve O, et tous ces gens-là qui se font très mal, mais c'est tellement drôle. Du coup, ça c'est plus dans Tony Hawk Underground 2, mais il y a ce truc-là qui fait que, leurs jeux sont vraiment cool, qui donnent envie de faire du skate. Mais c'est peut-être ça qui peut nous permettre d'entrer dans une nouvelle réflexion. C'est que sur les jeux et sur les films, alors du coup plus sur les jeux, moi j'essaierai d'y répondre sur les films, mais comment est-ce que c'est retranscrit à l'écran ? Alors comment est-ce que dans un jeu, c'est retranscrit en fait les sensations qu'on peut avoir alors du coup certaines sensations que toi t'as connues parce que du coup t'as fait du skate, et qui sont retranscrites du coup dans le jeu, ou après d'autres sensations sur d'autres, et on parlera d'autres jeux, dont le jeu moi qui m'est venu, le premier jeu qui m'est venu à l'esprit dont on a parlé avant l'émission et dont on en parlera juste après. Tu vois, comment est-ce que c'est retranscrit ça, et puis moi j'essaierai de voir comment c'est retranscrit dans les films aussi, les sensations, parce que c'est le but, je pense, des gens qui font des sports extrêmes, c'est les sensations, c'est de faire des choses que les autres ne font pas et de risquer sa vie. Clairement, le but c'est ça, quoi. Oui. Alors après, d'essayer de le faire de manière à pas mourir quand même, mais en ayant la sensation qu'à tout moment on peut mourir. Alors dans Tony Hawk, c'est un peu différent. Parce que à Tony Hawk, on n'a pas l'impression de mourir, mais... Non, mais surtout Tony Hawk, c'est des jeux vraiment orientés arcade, donc c'est plus des trucs où tu enchaînes les tricks et tu enchaînes les points. Alors en fait, les Tony Hawk classiques, donc les Tony Hawk Pro Skater, donc du 1 au 4, en fait c'est dans une sorte de zone, des niveaux quoi, donc qui reprennent parfois certaines zones réelles comme Venice Beach, où après tu as des entrepôts ou des... t'as quoi d'autre ? T'as une fonderie, t'as des endroits un peu parfois... t'as même un moment je sais plus dans lequel c'est. Je crois que c'est dans Underground, mais tu peux jouer dans le triangle des Bermudes. C'est une île paumée en fait, qui est orientée en skatepark. Ou même tu peux même jouer dans un concert de Kiss aussi. C'est des niveaux un peu loufoques, on va dire. Mais du coup, jusqu'à Tony Hawk Pro Skater 4, en fait, c'était des zones... où tu avais des sortes d'objectifs à accomplir, où tu devais récupérer certaines lettres ou faire un certain nombre de points, et où c'était timé. Et à partir de Tony Hawk Underground, en fait, c'était des zones aussi, mais beaucoup plus ouvertes, et où il n'y avait pas de
il n'y avait pas de temps et tu pouvais quitter ta planche aussi. C'est-à-dire que tu pouvais courir. Et après, il y avait un petit côté GTA-like. En fait, après, ils sont partis un peu dans un truc, ils ont un peu plus approfondi le truc. Mais du coup, pour les Tony Hawk, c'est la sensation qui est vraiment cool, c'est que tu peux vraiment, en fait, c'est vraiment de la surenchère. C'est-à-dire que parfois, dans Tony Hawk 3, je crois, à un moment, tu peux grinder sur un hélico pour le faire s'envoler. En fait, t'accomplis des objectifs vraiment... Oui, ça va toujours plus loin, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Parce que dans Tony Hawk Underground, à un moment, tu dois monter tout en haut d'un hôtel et faire, je sais plus comment il s'appelle ça, un drop, je crois. En fait, tu dois sauter genre à plus de 10 ou 15 mètres de haut dans une piscine vide. Donc, à un moment, tu sautes aussi par-dessus un hélico en skate pour sauver ton meilleur ami. Il y a un truc... tu as des cascades vraiment extrêmes. Mais c'est ça qu'on aime bien dans Tony Hawk, en fait. Contrairement à une autre franchise de skate qui s'appelle Skate, d'ailleurs, où là, c'est beaucoup plus réaliste, où quand tu fais un kickflip, là, en fait, t'es content parce que c'est vraiment le côté réaliste. Tu fais juste un kickflip, alors que dans Tony Hawk, c'est pas du tout la même échelle de valeur. Ok, ouais. Après, dans les films, je sais pas comment ils retranscrivent ça. Dans les films, alors j'essaie d'un peu réfléchir à ça, et sur plusieurs films, alors déjà, pour revenir au début, parce qu'on est un peu parti dans tous les sens, mais sur un des premiers films auxquels j'ai pensé quand on a parlé sport extrême, c'est Point Break. C'est le film de sport extrême, ouais. Parce qu'il n'y a pas vraiment des films... on peut pas avoir que trucs sur le sport extrême, en fait. C'est compliqué, quoi. Il faut... ou alors soit c'est expliquer comment il a été créé, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait une histoire derrière, quoi, suivre. Donc il y a le sport extrême, ça va être un moyen de montrer des choses et puis d'avoir des jolies images. Donc Point Break, où du coup on suit des breakers et qui sont avec Keanu Reeves, donc qui infiltre un gang de breakers et donc qui font notamment du surf, ils font du saut en parachute. Ok, ouais. Oui, il y a déjà 2 sports extrêmes, effectivement. Voilà, oui, il y a 2 sports extrêmes, donc c'est vraiment leur truc. Cette bande-là, en fait, non seulement ils sont breakers, mais en plus ils sont adeptes de sports extrêmes. Ils veulent de l'adrénaline. Et comment c'est filmé, et après comment c'est filmé sur d'autres trucs. En fait, sur les autres films, on a parlé Seigneur de Dogtown, et il y a des films en fait où à un moment du film, il y a un truc qui peut s'apparenter à un sport extrême. Tu vois, c'est notamment avec Mission Impossible. Parce qu'il fait pas proprement parler à chaque fois Tom Cruise, c'est pas ça, mais c'est juste qu'il fait une cascade qui s'apparente à du sport extrême. Ouais. C'est-à-dire que quand il grimpe le Burj Khalifa, donc la plus haute tour du monde, à main nue, sans corde, ouais, il a juste des petits gants collants et encore il en perd un. Hein. Oui. On peut estimer que c'est un sport extrême. Dans Mission Impossible 2, la scène d'ouverture avec Tom Cruise, il fait de l'escalade. Oui, ouais. Mais pareil, il fait de l'escalade sur une montagne, on ne sait pas où aller, et il a absolument aucune assurance. Il est juste à main nue et il grimpe, quoi. Oui, c'est ça. Je crois qu'il met de la poudre peut-être sur ses mains. Oui, il met juste de la poudre. Ouais, c'est de l'anthésite, je crois, un truc comme ça, pour pas glisser. Mais à un moment, il saute d'un rocher à un autre, quoi. Personne ne fait ça. Tu sautes pas dans l'escalade, tu sautes pas d'un truc à un autre. Oui, en général. Donc voilà, donc il y a les trucs de sport extrême. Donc comment c'est fait, comment c'est filmé, en fait, à part avec Tom Cruise qui lui a une tendance à vouloir faire ses cascades, il n'y a pas forcément énormément d'acteurs qui font leurs cascades. Donc du coup sur Tom Cruise, l'avantage c'est que il fait pas mal de cascades. Tu vois, il fait dans le dernier, dans Fallout, il fait du saut en parachute qui s'appelle Halo. Oui. Et en fait, c'est-à-dire c'est du saut à haute altitude, mais avec ouverture basse du parachute. Et en fait, il a vraiment fait ça. Après, ils ont rajouté des effets spéciaux parce que du coup, quand lui sautait, c'est vraiment un temps magnifique parce que sinon t'as pas le droit de le faire. Hein. Enfin, sauf c'est un truc militaire, hein, les sauts Halo. Donc les militaires peut-être qu'ils le font quand il fait pas beau. Oui, je me doute qu'il a pas fait pendant le tonnerre. Voilà. Mais sinon, les sauts sont vraiment là, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que d'ailleurs son casque est éclairé pour
qu'on voit son visage. Normalement, c'est pas comme ça, les casques. Mais c'est juste que, en fait, t'as vraiment Tom Cruise qui fait une cascade de malade. Donc, tu veux l'avoir en gros plan, quoi. Tu veux le voir en vrai. Oui, voilà. Il s'accroche à un avion pour le décollage. Il a vraiment fait ça. Il s'est vraiment accroché, il était vraiment sur la carlingue de l'avion quand le truc a décroché. C'est clairement un sport extrême ou une dépendance du sport extrême. Donc, du coup, Tom Cruise, l'avantage, c'est qu'on peut le filmer en gros plan et on peut voir sa tête. Et après, les autres films, il y a peut-être d'autres qui le font, mais sur les autres films, du coup, c'est filmé de plus loin. Parce que c'est des cascadeurs qui vont faire ça et on va nous faire croire, c'est la magie du cinéma, que l'acteur le fait vraiment. Il y a, alors peut-être que Keanu Reeves a fait aussi certaines de ces cascades parce qu'il aime bien ça, et notamment c'est Point Break qui l'a amené vers ça en fait. C'est ce film-là qui l'a amené vers les films d'action. Et D'accord. Le fait de faire aussi ces cascades et de devenir le Keanu Reeves version 2021 qu'on connaît maintenant, qui est clairement un vrai expert en kung-fu, un vrai expert en armes à feu. Il faut pas l'embêter là, je pense. Voilà, je pense qu'en fait il joue plus maintenant, c'est juste qu'il a vraiment tous ses skills en vrai. Donc quand tu vois des... Alors, je dérive un peu, mais sur John Wick, l'entraînement de John Wick aux armes à feu, et qu'en fait, il tire vraiment aussi bien que John Wick avec les recharges. Il le fait en vrai, quoi. Ouais, donc, sur ces acteurs-là qui vraiment vont au bout, du coup, tu peux les filmer en gros plan et pour voir que c'est eux qui le font. C'est ça qui est intéressant. Et après, les autres, c'est filmé du coup en plan plus large, de loin, et avec des cascadeurs, ou du coup, maintenant, avec les technologies actuelles, il y a aussi des remplacements de leur visage sur des cascadeurs qui font la cascade. D'accord, ah ouais. Okay. Parce que les gens comme Tom Cruise ou Keanu Reeves, c'est des acteurs d'une époque où, je sais pas j'imagine que ça existe encore, mais qui vraiment passaient des semaines ou des mois à préparer un rôle juste pour une scène. Ah oui, clairement là, sur le prochain Mission Impossible, c'est ça aussi. Et je sais plus combien il a fait de sauts pour le Fallout, mais il en a fait vraiment énormément beaucoup. Ça peut rien dire énormément beaucoup. Il en a fait vraiment énormément. Oui, beaucoup. Non, mais c'est normal. Quand on parle tout de suite des films Mission Impossible, tout de suite c'est la surenchère. C'est ça, c'est la surenchère même des superlatifs. Après, donc il y a d'autres films aussi où parce que, alors là, ils sont pas vraiment au départ des acteurs, mais qui deviennent acteurs, etc. Et tu vas peut-être sûrement mieux en parler que moi. C'est les films Banlieue 13 et Yamakasi. Oui. David Bell. Et là, du coup, évidemment, on peut voir les acteurs et du coup, la caméra peut se permettre de faire des trucs de fou parce que les acteurs sont des cascadeurs, quoi. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs d'abord des cascadeurs et d'abord des spécialistes du truc qui permet de voir tout l'étendue de leur art. Je te laisse la parole sur ça. Non, mais du coup, parce que je sais pas qui c'est qui a réalisé Yamakasi 1 et 2. Je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, on peut dire merci à Luc Besson pour Banlieue 13 et Banlieue 13 Ultimatum. Parce que du coup, celui qui joue Leto dans Banlieue 13, c'est David Bell. Donc c'est un des fondateurs du parcours. C'est même celui qui a vraiment amené le truc parce que le parcours, comme je l'avais dit, c'est un mélange entre le parcours du combattant et plus ou moins les arts martiaux et aussi le ninjutsu et plein de trucs comme ça. Avec aussi un peu de gymnastique, mais ça c'est plus pour l'esthétisme. Donc ça c'est plus freerunning après. Mais du coup, ce que son père, lui, il était du coup dans l'armée. Du coup, après, il a pris en fait les trucs qu'il avait appris de son père, puis après, il a amené des trucs, il a apporté des trucs lui-même. Et du coup, il a créé les Yamakasi avec un gars qui s'appelle. Il y avait aussi, ils étaient plusieurs, mais il y a aussi un mec qui s'appelle Sébastien Foucan, donc qui est le gars que poursuit Daniel Craig dans Casino Royale, je crois. Au début de Casino Royale. Ouais. Il y a une scène au début où ils sont dans une sorte de chantier, je crois, un truc comme ça. Et ils vont sur une grue, etc. Voilà, c'est ça. Du coup, le gars qui court, le deuxième gars qui court à part Daniel Craig, c'est Sébastien Foucan. Du coup, qui lui a plus démocratisé le freerunning, surtout à Londres aussi. Mais ça, c'est plus du coup l'esthétisme, où il y a plus d'acrobatie, tout ça. C'est des trucs qui sont plus populaires sur YouTube. Mais du coup, il y en a un qui faisait partie de l'équipe, qui est dans Banlieue 13, parce que du coup, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas si c'est Sébastien Foucan ou pas, du coup, qui après a travaillé il était sur Die Hard 4,
Et du coup, il fait aussi des trucs de. Ah où oui, non, lui, lui, il a fait l'école du cirque. D'accord. Mais parce qu'en fait, comme il est dans Banlieue 13 aussi, Oui, effectivement. voilà, c'est lui c'est le flic dans Banlieue 13. Lui, il était plus, il est plus du côté gymnaste et il a fait l'école D'accord. du cirque. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et bah d'ailleurs, du coup, lui, tu vois, pour parler justement de comment c'est visualisé à l'écran, tu vois, là dans Banlieue 13, du coup, il y a lui, donc qui fait ses cascades tout seul. Et tu vois, pour moi, il fait des cascades aussi bien que ça se voit pas à l'écran. Ça se voit que c'est lui qui fait les cascades et Oui. Même etc. le saut au Et après, début d'immeuble à immeuble, il a vraiment fait. KO. voilà. Et du coup, ils ont fait un remake Oui. américain de Banlieue 13 qui s'appelle Bricks Mansion Oui. avec Paul Walker. Et David Qui Bell. du coup reprend, et David Bell du coup, du coup David Bell continue à être David Bell et faire ses propres cascades, Oui. mais Paul Walker du coup il n'a pas tout fait, hein. Paul Walker est fort pour les voitures. Là, en fait, voilà, Paul Walker était fort pour les voitures. D'ailleurs on pourra reparler de ça parce que Fast and Furious c'est quand même au départ non, puis il y a quand même pas mal de trucs de sport extrême. Bon après ils partent dans l'espace quoi, donc c'est un peu trop. Oui. Mais tu vois, en fait, c'est que du coup, la manière de filmer, je pense que. Alors, j'ai pas fait d'études comparatives des deux films, mais tu peux pas forcément filmer de la même manière quand il y a Paul Walker qui est sportif et athlétique quand même, mais qui n'a pas le niveau d'un mec qui a fait l'école du cirque, quoi. Oui, voilà. Et donc, oui, du coup, sur le même film, t'es obligé de changer, d'adapter ta manière de tourner le film, alors que du coup, avec l'autre acteur, pas de problème quoi. Il fait ses cascades, tu peux filmer, etc. et sans problème. Oui, non, c'est sûr. David Bell, lui, vu c'est un des créateurs du parcours quand même. Du coup, il a plus l'habitude de faire ça. Alors que Paul Walker, même s'il s'entraîne, il a pas l'habitude de monter de passer des barrières ou de monter certaines structures et tout. Voilà, tout à fait. Pour enchaîner avec le parcours. Du coup, il y a un jeu qui s'appelle Free Running. Ouais. Parce que il y a plusieurs jeux qui sont du coup dédiés à tout ce qui est parcours, free running, tout ça. Ouais, on va dire parcours, pas free running. Alors il y a un jeu qui s'appelle Free Running, mais c'est un mélange de free running et de parcours qui est sorti, je sais plus, en 2006, je crois. Mais c'est pas un truc un peu futuriste? Non, alors ça c'est Mirror's Edge. Ça c'est Mirror's Edge. Non, mais il me semblait que... Non, mais avant Mirror's Edge, il me semblait qu'il y avait un truc où on fait du parcours, mais je sais plus, une ville du futur était un peu des sortes de capacité. C'est pas en roller, c'est pas ça. Hein. Je sais plus. Parce que si c'est le coup du roller, si t'es en roller et que tu tags et que c'est en cel shading, ça c'est Jet Set Radio, ou Jet Grind Radio, mais ça n'a rien à voir. C'est aussi un sport extrême, mais non, mais du coup, pour revenir au jeu Free Running, alors du coup, c'est pas très bon comme jeu. C'est vraiment, si t'aimes vraiment le parcours. Hein, et du coup, dedans, ils ont modélisé Sébastien Foucan. D'accord. Après, il y a ça, il y a eu des coups, les jeux qui ont vraiment démocratisé là vraiment le parcours pour le coup, c'est les deux jeux Mirror's Edge. Avec je sais plus comment elle s'appelle, Face, je crois. Celle qui a un tatouage sur le bras, c'est des jeux assez connus, on va dire. Oui, tout à fait. Et après il y a des jeux, alors c'est je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est des jeux où c'est dans une sorte il y a une sorte d'invasion zombie et c'est à la première personne. Et en fait, quand plus ou moins si tu sors le jour ou la nuit, ça dépend. Si tu sors le jour, c'est moins dangereux, et la nuit, vu qu'il y a les zombies, c'est un peu plus dangereux. Je sais plus comment s'appelle le jeu, mais c'est pour dire que David Bell a participé à la a été conseiller, on va dire, sur le jeu. D'accord, ouais. Oui, pour les mouvements, pour le... Voilà, c'est ça, ouais. Pour que ce soit crédible. Voilà. Mais après, il y a plein de jeux qui parlent du parcours, qu'ils ont intégré ça après dans certains jeux. Oui, voilà. Après, je pense que c'est un peu comme ce qu'on a dit, c'est-à-dire que, comme pour les films, il y a des films qui sont pas, c'est pas dédié au sport extrême, mais ils intègrent ça. Donc, il y a ce que je dis Mission Impossible, il y en a d'autres, mais
ils intègrent ça dans leur histoire, quoi. Comme on disait dans Casino Royale, du coup. Voilà, tu vois, ils intègrent ça. Voilà. Et dans les jeux, je pense que c'est toute la saga Assassin's Creed. Ils font clairement du parcours. C'est vrai, ils font du parcours, mais c'est ça. Et ils intègrent dans le truc. Tu dis alors que, normalement, à l'époque où c'est fait, les mecs, ils grimpent pas sur les murs, quoi. C'est rare, je pense. Voilà, je pense que c'était pas vraiment l'idée du truc, quoi. Donc bon. Ouais. Et si on va plus loin dans ça, dans Aladdin, le premier Aladdin sur... c'était quoi, sur Super Nintendo, c'était Aladdin? Il y en a eu deux, il y a une version Mega Drive et une version Super NES. Voilà. Qui a encore un débat entre quelle est la meilleure version, mais qui sont des versions différentes totalement. D'accord. Moi j'ai joué qu'à celle de Super NES. J'ai été team Nintendo quand j'étais petit. Et toi aussi d'ailleurs, mais par ricochet tu l'as été aussi. Et du coup clairement, il fait du il fait du parcours, quoi. Il grimpe sur les toits d'Agraba, il s'accroche au poteau. C'est vrai. Il saute il y a même un petit côté freerunning quand je crois qu'il tourne autour des. Enfin, quand il chope les sortes de barres, je crois qu'il peut tourner. Oui, il tourne autour. Après, des fois, il peut choper du linge pour descendre, une sorte de parapente ou de parachute improvisé. Ah, oui. Voilà. C'est déjà du base jumping. Voilà. Et après, il jette des pommes. Bon. C'est moins extrême. Mais... C'est moins extrême. Et après, sinon, un truc extrême, il y avait une course avec le tapis était poursuivi par une sorte de lave ou de la caverne qui se referme. Ça, c'est assez extrême. C'est pas réaliste du tout, mais c'est extrême. Ouais. Et sinon, du coup, pour revenir aux jeux vidéo, et sur moi, le premier jeu vidéo auquel j'ai pensé, c'est... et du coup, j'ai un trou maintenant. Deux extrêmes. Deux extrêmes. Tout extrême, j'imagine, pour faire un jeu de mots anglais. C'est ça. Ça va être tout extrême. Où du coup, alors, il y avait du vélo, il y avait du roller, du VTT, du roller, du skate. Est-ce qu'il y avait du skate? Et il y en avait un quatrième. Et je sais plus ce que c'était le quatrième. Je sais plus non. Mais grosso modo, le but c'est d'aller du point A au point B. Alors c'est plutôt en ligne droite en fait, mais quand tu joues, t'es derrière le personnage et t'avances. Mais tu joues dans la ville et tu dois esquiver les piétons, les autres cyclistes, les voitures qui passent. Et tout en faisant ça, en fait, tu peux faire des tricks, tu peux sauter sur les voitures, tu peux renverser des piétons. Et plus tu fais de tricks et plus tu gagnes de points. C'était du snowboard, le plus vite possible. Ah oui, c'est ça, du snowboard. Mais après, il y avait un autre jeu, parce que je me rappelle que dans cette ligne-là, après, on avait joué à un jeu, c'est pas Snowboarder ou un truc comme ça. C'est SSX. SSX, oui, tout à fait. Et après, c'est dans la même lignée, je sais pas si c'était les mêmes créateurs. Non. Mais dans cette lignée-là, en fait, effectivement, de SSX, où là, du coup, tu fais que du snowboard, mais justement, où tu devais dévaler les pentes à toute vitesse et faire des tricks le maximum possible. Oui. Je comptais en parler de SSX. Voilà. Et là, du coup, moi, sur de extrême, c'est clairement mon jeu de sport extrême. Et alors, je sais pas si actuellement c'est la nostalgie qui parle. Je suis pas sûr que sur la télé, la grande télé en écran en LED, machin, ça donne maintenant, ou est-ce que juste on joue avec des pixels qui ont des rollers et des roues de vélo. Pour pas être déçu, il faudrait jouer soit sur émulateur avec tous les trucs à fond, enfin tout bien optimisé et tout, soit avoir un upscaler dans le sens où avoir un appareil qui retranscrit le signal SD qui s'adapte à la HD de ta télé. En gros, dans l'idée. Ou alors si tu joues avec ou alors la dernière option, c'est que tu as encore une télé cathodique et tu y joues dessus. Voilà. Ça te pique les yeux, mais c'était fait pour, donc ça va. Voilà, oui, dans l'idée. Là, c'est juste que passer d'une télé, quand on jouait dessus, je pense que quand on y jouait, on devait être sur une télé 36 cm, et peut-être si on jouait dans le salon, on devait être un truc peut-être de 80. Hein. Oui. Et sur les grands écrans qu'on a maintenant, c'est plus possible en fait. Ne serait-ce que mathématiquement, en fait, le truc il est doublé, triplé, voire quadruplé. Faut pas le mettre en plein écran, hein, ça c'est. Voilà, il faut que tu restes sur un mode 4 tiers déjà. Oui.
Déjà rien que passer en 16/9, ça bousillerait l'image, quoi. Donc voilà. Mais bon, ça du coup c'était vraiment un jeu et qui arrivait bien à retranscrire, en tout cas à l'époque, forcément il faut se remettre dans le contexte, hein, et même sur les films dont on a parlé et sur les jeux, il faut se remettre dans le contexte quand on y joue à l'époque avec... sur la plupart, c'est la haute technologie de l'époque. Donc là, c'était bien foutu. Maintenant, ça a trop vieilli. Et pareil pour les films. Hein. Il y a des choses qui font que... alors peut-être des fois, paradoxalement, ça peut être l'inverse sur les films où du coup, il y avait moins d'effets spéciaux, donc ils étaient obligés de faire plus des cascades en vrai. Mais du coup, filmer de plus loin, voilà, tu pouvais moins voir les acteurs. Et par contre, ils étaient obligés de le faire en vrai, quoi. Je ne saurais pas dire comment ils faisaient, mais ils retranscrivaient bien la sensation de vitesse qu'on pouvait avoir, la sensation de danger qu'on pouvait avoir du coup en roulant vraiment vite dans les rues et en ayant des gars qui n'importe où, enfin le nombre de fois où je me suis pris une voiture, un bus qui arrive de n'importe où, parce que j'étais à un croisement et que d'un coup tu roules et tu dis ouais c'est super, je vais faire un truc trop cool là, machin, je vois ce qui se passe en fait, parce que je vois la ligne droite de ma rue. Et donc du coup je vois les voitures de loin, mais je peux pas anticiper le fait que sur les côtés il y a des voitures ou des bus qui arrivent, et que je crève lamentablement parce que je me suis pris un bus, ou que t'es en plein vol. Ouais, parce que tu rides sur une voiture et en fait, et du coup tu dis je suis nickel, mais tu te fais faucher par un bus. Et ça du coup ça mettait de la pression et du réalisme sur ce jeu, quoi. Ouais, sur les courses, oui, ça fait partie des jeux de courses extrêmes, de courses de sport extrême, du coup pour enchaîner avec SSX. Et dans le meilleur opus, pour moi vraiment le meilleur c'est SSX Strikey, qui est la suite du premier SSX. D'accord. Mais du coup c'est les courses de snowboard, en gros, dans l'idée. Donc il y avait déjà eu des jeux de courses de snowboard, il y avait eu Cool Borders sur PS5, il y en avait eu 3, mais SSX c'est arrivé, c'est eSport, enfin Electronic Arts qui a fait ça, et après en fait ils ont eu leur label EA Big, donc qui était vraiment dédié au sport, et au sport entre guillemets extrême, parce que dessus ils ont produit FIFA Street, NFL Street et NBA Street. Et Def Jam Vendetta aussi. Mais ça, c'est un autre jeu de combat avec des rappeurs. Mais ça n'a rien à voir avec le sport extrême. Mais c'est pour ça que... Ça se passe aussi dans la street. Oui, voilà. Une thématique street. Effectivement, il y a une logique. Mais ça aurait pu être rap street. Oui. Mais du coup, pour dire que... En fait, au niveau... En fait, ils ont transformé un truc qui n'était pas vraiment extrême en un sport extrême. Avec le foot, le basket et le football américain. Même si le football américain c'est assez violent, mais c'est pas considéré comme un sport extrême. Mais du coup, SSX, c'est des courses en fait de snowboard et SSX et avec des personnages vraiment ultra marquants. Donc toi, vu que je crois que t'as joué qu'au premier, du coup il va avoir Mac, je crois. Alors, je t'avoue que je me rappelle plus. Je me rappelle des sensations de descendre et de faire des tricks et essayer d'aller le plus vite possible et effectivement me prendre un arbre à tout moment. C'était ça en fait le truc qui était bien dans Trikey, c'est que du coup tu faisais des tricks et à un moment tu avais une jauge. En fait, quand tu faisais un certain nombre de tricks et que tu tombais pas tout ça, tu avais ta jauge de Tricky du coup qui était au maximum. Du coup, tu pouvais faire des tricks spéciaux. Et quand tu arrivais à faire un certain... quand tu arrivais à remplir toutes les lettres tricky pendant une course, en fait, après, tu avais le boost illimité pendant la course. Et du coup, tout était basé sur cette dynamique-là. Et puis, tous les parcours sont vraiment mythiques et tous les persos aussi. Du coup, ce qui peut, dans un certain sens, quand même retranscrire aussi la sensation que tu peux avoir, quoi. C'est-à-dire que j'imagine que le mec qui fait du snowboard, qui enchaîne 3-4 tricks, alors au cas où les tricks c'était du coup c'est des sauts ou des figures, hein, c'est ça que ça veut dire tricks. Des figures, ouais. Voilà, t'enchaînes 2-3 tricks que t'as réussi à la perfection comme t'as envie. Je pense que tu dois ressentir de l'adrénaline et une satisfaction qui te booste pour la suite de ta compétition, la suite de ta descente, quoi.
Donc ça c'est retranscrit comme ça dans le jeu, en fait. C'est une des questions qu'on se posait, comment c'est retranscrit. Là, c'est quand tu arrives à remplir les lettres tricky pour avoir justement un boost supplémentaire. Et c'est, je pense, que tu dois ressentir, tu vois, quand tu arrives à en faire plusieurs, et hop, là, du coup, tu dis waouh, j'y arrive, et du coup, ça me booste encore plus pour la suite, quoi. Bah, du coup, est-ce que le but c'était d'arriver à avoir la médaille d'or, en fait, d'arriver premier, du coup, d'avoir la médaille d'or pour avoir toutes les récompenses, pour vraiment augmenter ton perso au maximum, et pour finir en fait tout ce que le jeu te proposait, en fait. Et du coup, après, quand t'arrivais à faire tout, à enchaîner toutes les figures et tout, et à faire une très bonne course, en fait, c'était super fluide et t'avais ces sensations de sport extrême. Après, il y a eu d'autres jeux aussi qui parlent de sport extrême. Après, franchement, il y a des jeux, c'est des sports moins connus, du coup, des jeux moins connus, ou peut-être moins popularisés. Parce qu'il y a des jeux de wakeboard. Donc, parce qu'en fait, avec le succès de Tony Hawk, ils ont voulu faire pareil pour le surf avec Kelly Slater, qui était apparemment un très grand surfeur à l'époque, et avec Shaun White, qui est aussi apparemment un très grand snowboarder. Alors, ça, je ne connais pas. Et Sean Murray, qui est lui un très grand wakeboarder. D'accord, ok. Voilà. Et oui, du coup, après, ils ont essayé ils avaient un succès, ils ont essayé de le reproduire le maximum possible. Voilà, c'est ça. Ouais. Évidemment, quoi. Enfin, ça, c'est et ils ont fait classique. Et ils ont essayé de faire pareil aussi avec le BMX, avec Dave Mirra et Matt Hoffman. Ok. D'accord. Ça me dit un truc, les jeux de BMX, ça me dit un truc aussi. Est-ce qu'on a abordé à peu près tout ce qu'on voulait dire sur ce sujet des sports extrêmes ? Voilà, on a parlé un petit peu des différents types de sports extrêmes, de ce qu'étaient les sports extrêmes, de la manière de les représenter dans les films et dans les jeux. Donc on n'a pas pu tout aborder, mais sinon, voilà, mais avec les manières de jouer qui vont nous impliquer en tant que joueurs, du coup, pour ressentir les sensations, hein, tout ça pour les sports extrêmes. L'idée dans les jeux et au cinéma, c'est de pouvoir permettre aux joueurs, aux spectateurs de ressentir ces sensations-là. Du coup, l'importance des cascadeurs au cinéma, ou des acteurs qui font leur cascade, pour permettre du coup de ressentir ça, de ressentir l'excitation et le danger potentiel de mort qui existe. Après, on a parlé de différents films et de différents jeux. Ouais, non, franchement, j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler, à savoir Tony Hawk et Banlieue 13, donc dans l'idée. Voilà, écoute, moi je pensais en jeu parler de deux extrêmes, effectivement, ça m'a donné envie. Peut-être que je ferai un test ce week-end, savoir ce que ça donne sur la grande télé, mais j'ai peur d'être déçu. De Point Break, je pense qu'il est le film ultime de sport extrême. Parce que c'est un très très bon film en fait. C'est un très grand film. Parce que c'est le média du sport extrême qui est utilisé pour raconter. Voilà, oui, c'est ça. Parce que après, clairement, Fast and Furious, c'est la même histoire retranscrite avec des voitures, quoi. Mais ça, c'est exactement la même histoire, quoi. C'est un remake, juste à part qu'ils ont changé. Ils disent non, vous n'allez pas faire du surf et voilà, vous allez faire du tuning parce que c'était la mode au début des années 2000, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Mais ça, on pourra en parler peut-être dans un autre épisode dédié sur tout ce qui est course automobile ou course motorisée, du moins. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait du coup un bon point, un bon tour. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir des choses. C'est toujours ça aussi, notre but, c'est d'essayer de vous faire découvrir des choses en nous apportant notre point de vue, enfin nos points de vue, en tout cas nos deux axes de vision qui sont le monde vidéoludique et le monde cinématographique. Donc je pense que cette partie-là de l'épisode en tout cas est terminée et on va peut-être pouvoir passer aux recommandations. Quelle est ta recommandation ? Alors moi c'est Superman Anthologie, 15 récits qui ont défini l'homme d'acier, donc qui est disponible donc une BD. Qui est une BD, oui, effectivement. Donc qui est disponible chez... Plusieurs BD du coup, pardon. Je te coupe un peu, mais du coup plusieurs BD qui sont regroupés dans un tome. Okay. Voilà, du coup, et qui parle de Superman et qui est disponible chez Urban Comics. Voilà, donc c'est 15 récits qui parlent. Il y a la
de la première apparition de Superman jusqu'à... Alors attends, ça va de... Donc 1938. Dans Action Comics, c'est ça, hein. Voilà, c'est avec ça. La première couverture où on voit Superman qui soulève une voiture, hein, Voilà, c'est ça. pour sauver une femme qui, je suppose, doit être Loïs. Tu supposes bien. Oui, tu sais, en plus, je suis en train de me rappeler l'histoire. Oui, effectivement, c'est ça. Et Ouais. ça va jusqu'en... C'est une image iconique de la représentation de Superman. C'est celle-là, quoi. Ce premier comics là, il est, en tout cas, la couverture est extrêmement connue. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça va jusqu'en 2012. Enfin, il n'y a que 15 récits, hein. Mais ça couvre jusqu'en 2012 avec l'Action Comics V2, le garçon qui vola la cape de Superman. Que j'ai pas encore lu, ce que j'ai pas tout lu parce que c'est pas très digeste. Je ne vous cache pas que tout lire d'un coup, les histoires de Superman, c'est pas très digeste. Mais c'est quand même super intéressant de voir les traitements qu'il y a eu au fil des années. Comment il y a eu ce changement après, avec l'influence aussi de Christopher Reeves, où ils se sont dit, bon, on aime tellement les films qu'on va le faire comme dans le film, hein. Maintenant en comics, c'est bon. Oui, il y a plusieurs représentations de Superman aussi, c'est intéressant. Ouais. Moi, j'ai le pendant sur le Joker, la même chose que toi sur le Joker. Effectivement, je suis d'accord, on peut pas tout lire d'un coup, mais ça reste intéressant de voir du coup l'évolution. Je suis pas sûr que ce soit forcément toutes les meilleures apparitions du Joker ou de Superman, mais c'est intéressant de voir du coup l'évolution du personnage au fil du temps. Surtout, j'imagine, sur Superman, qui est un personnage à la fois très simple et en même temps très complexe, de lui proposer des histoires qui soient intéressantes, parce que le gars, il est virtuellement invincible. Voilà, donc au bout d'un moment, t'es obligé de dire non, enfin, qu'est-ce qu'on lui fait faire, quoi. Rien ne peut le tuer. Enfin, il y a, du coup, d'accord, on a introduit la kryptonite. Mais sinon, tu dis, en fait, il est juste trop puissant, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Donc, qu'est-ce que tu fous avec un mec qui est trop puissant, quoi. Et c'est ça, donc c'est pour ça que c'est intéressant. En plus, après, entre chaque... avant chaque histoire, il y a un petit résumé de pourquoi ils ont fait cette histoire, ou à quelle époque se passait plus... Enfin, le contexte de la création de cette histoire. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien... Enfin, qui ont envie d'en savoir plus sur Superman et Clark Kent. Voilà, pour ma recommandation. Ok. Et du coup, moi, pour ma recommandation, du coup, je vais changer au dernier moment. On en a un peu parlé tout à l'heure. Je voulais recommander une série, mais je vous la recommanderai plus tard parce que c'est une bonne série que j'aime bien. Mais je vais vous recommander un film qui s'appelle Willy's Wonderland, qui est un film du coup américain qui est sorti cette année. Alors qui est sorti, je pense, chez nous directement en vidéo à la demande. Avec Nicolas Cage. Et donc un film avec Nicolas Cage, c'est toujours intéressant. Oui. Et donc c'est un film d'action et d'horreur avec Nicolas Cage, où du coup il joue, pour faire court, un gars qui arrive dans une petite ville et il a une crevaison, et le garagiste lui propose comme deal, en fait, parce qu'il n'a pas d'argent liquide pour payer, parce qu'il peut payer qu'avec de l'argent liquide, comme deal d'aller nettoyer une ancienne salle de jeu toute la nuit pour pouvoir payer la réparation de sa voiture. Et la salle de jeu est, en fait, on va l'apprendre assez rapidement, plus ou moins hantée par des sortes de figurines maléfiques, en fait. C'est-à-dire que c'est une salle de jeu pour enfants, donc il y a plein de jeux de flippers, de jeux comme ça, mais il y a aussi des sortes de mascottes de la salle de jeu qui sont là, donc, et qui sont des sortes de gros animaux. Des animatronics, vie, t'as dit, plus ou moins. Voilà, c'est ça, des animatronics, et du coup qui prennent vie, et dont le but est de buter Nicolas Cage. Voilà, et qui est enfermé en plus, parce que le patron en fait, le garagiste et le patron de la salle là l'ont enfermé clairement dedans, et donc il doit rester toute la nuit, essayer de survivre à buter des animatronics en forme d'animaux géants. Voilà, et il y a un Nicolas Cage quasiment mutique qui bute des animatronics qui prennent vie. Ça n'a aucun sens, et c'est purement jouissif de voir Nicolas Cage faire ça. Voilà. Donc, voilà. Donc si vous voulez voir ce film-là, en plus, il est pas très long, du coup il dure 88 minutes. Je pense que c'est un bon temps pour ce genre de film, pour pas que... Oui, je pense que... Voilà. Il n'y a pas de gras en fait dans le film, c'est juste tu rentres assez rapidement dans l'action, tu vois ce qui se passe et pouf 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 pouf.
Et voilà, donc je vous conseille ce film. Essayez de le regarder, voilà. Et donc sur les personnages, donc il y a Willy le furet, Ozzy l'autruche, Gus le gorille, Artie l'alligator, Sarah la sirène, Knighty le chevalier, et Tito la tortue mexicaine. Voilà, et donc c'est tous ces personnages qui essayent de tuer Nicolas Cage. De tuer Nicolas Cage. Voilà. Donc ça vaut le coup. C'est complètement barré, hein. Mais c'est souvent les films de Nicolas Cage qui, actuellement en tout cas, qui sont complètement barrés. Donc je vous recommande ce film-là. Écoutez, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Donc on vous encourage, comme on vous l'a dit du coup, à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à nous faire des retours pour vous dire si vous l'avez aimé. Donc on est hébergé sur SoundCloud et sur YouTube, mais vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, donc du coup sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Donc sur tous ces réseaux, vous pouvez venir nous voir et nous parler en privé, ou poster sur nos murs pour qu'on puisse échanger avec vous. Si vous avez des idées de sujets, si vous voulez rebondir sur cet épisode, ou si vous voulez, comme on l'a dit au début de l'épisode, participer avec nous aux prochains talks. Pour échanger, pour proposer votre point de vue. Et est-ce qu'on aborde le sujet du prochain Talks et du mois qui arrive ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, qu'est-ce que j'en pense ? Oui, je n'en pense que du bien déjà de ce choix de Alors, sujet. du coup, non, mais est-ce que du coup on le dévoile maintenant ? Oui, je pense que oui. Donc sur le prochain mois, donc là, parce que là, si tout va bien, cet épisode sortira donc du coup pour le fin septembre, on sera le 29, je crois. Donc on doit être le 29 si vous l'écoutez le jour de sa sortie, sinon on sera un jour en 2021, 2022 ou plus tard, je n'en sais rien. Mais sinon sur ce mois d'octobre 2021, on a choisi une thématique donc du coup qui nous tient assez à cœur et dont on parle à chaque fois et dont on n'a pas parlé. Mais non, il n'y a pas de sport extrême, Il fait pas de sport extrême. Et donc du coup cette thématique du mois d'octobre, ça va être sur Jean-Claude Van Damme. Donc les 3 Give Me 5 du mois auront un lien avec Jean-Claude Van Damme, avec ses films, sa carrière, sa vie perso, on ne sait pas encore. Et le talks du coup de la fin du mois sera du coup notre discussion. On se retrouvera avec Mathieu comme chaque mois pour discuter de Jean-Claude Van Damme, de ses films du coup et des jeux vidéo auxquels il a pu être impliqué, où on en avait déjà un peu parlé dans d'anciennes émissions, l'influence qu'il a pu avoir sur le cinéma de manière générale ou sur les jeux vidéo. Voilà, une thématique, la thématique du mois d'octobre, et qui fait qui est liée. Alors, on a l'impression qu'il y a une sorte de thématique Jean-Claude Van Damme qui ressort sur cette année 2021, et notamment avec l'arrivée prochainement, on l'espère, dans notre boîte aux lettres du Mad Movies JCVD que je vous avais recommandé dans un précédent Talks. Il devrait arriver incessamment sous peu et on est très impatient de pouvoir le lire. Oui. Parce qu'on aime beaucoup Jean-Claude. On l'aime beaucoup. Voilà, j'ai rien à rajouter, hein, t'as tout dit. Et du coup, je vous dis merci encore Mathieu pour ce nouvel épisode. Oui, merci à toi. Et écoute, la semaine prochaine, ce sera moi qui vais commencer, il me semble, à vous parler d'un petit sujet sur Jean-Claude Van Damme dans le Give Me 5 minutes. Voilà. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine et au mois prochain, à la fin du mois prochain avec Mathieu. À bientôt. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de Give Me... Je vais recommencer. Oui. C'est normal, Allez, je recommence. Ça fait longtemps.